Grande émission innovation consacrée à la valorisation matière. À mes côtés, Alain Delamette, mon complice, directeur des innovations à Polytech. Bonjour Alain. Bonjour Georges. Vous allez bien pour cette troisième journée? Ça va, pas trop froid. Pas trop froid. Il n'y a pas de neige cette année alors. Voilà, on espère que ça va durer comme ça. À vos côtés, Jean-Philippe Carpentier, qui est le vice-président de Fédérec. Il nous dira qui est Fédérec. C'est la fédération du recyclage, mais il nous en dira un petit peu plus dans un instant. Bonjour. Bonjour. Gilles Nantais, qui est directeur général de Nantello-Caben. Et puis Étienne Almoric, qui est directeur général de Magpie Polymère. Bonjour. Magpie, dit-on. Bonjour. Oui, on peut dire Magpie. Magpie, très bien. Magpie. Bon, ben voilà, écoutez. Pour une fois, je l'ai bien prononcé. Valorisation matière, c'est le thème central de cette grande émission innovation. Quelles sont les grandes tendances observées dans le secteur, Alain? Et alors, soit dans les dossiers qui sont reçus à Polytech dans le cadre des déclarations d'innovation, soit dans le domaine de la recherche publique. Alors, la grande tendance, c'est une augmentation du nombre de dossiers d'innovation. Que ce soit aussi bien. Ah oui. Parce qu'il y a 20 à 30% d'innovation supplémentaires déclarées cette année. Énorme. Que ce soit aussi bien au niveau de la recherche publique que par les entreprises. Parce qu'il faut dire que la valorisation matière, c'est-à-dire le traitement des déchets, pour nous, c'est une mine. C'est nos mines. On n'a pas d'autres mines en France. Donc c'est là. Alors, au niveau de la recherche publique, à travers les prix des techniques innovantes pour l'environnement dont nous nous occupons depuis maintenant 17 ans, on a toujours des recherches sur la valorisation des déchets agricoles pour transformer les déchets agricoles en énergie. On a des recherches sur l'exploitation des stations d'épuration pour créer des bioraffineries pratiquement dans les stations d'épuration. Dernièrement, on a eu un dossier sur la valorisation des stations d'épuration pour faire de l'hydrogène. Des bouts de steppe. Oui, des bouts de steppe. C'était pas classique. Valorisation des sables de dragage, valorisation de déchets de caoutchouc pour incorporer dans du béton. Alors avec après bien entendu les problèmes de certification parce qu'on fait pas n'importe quoi, on n'est pas en Haïti. Il faut faire relativement attention. On a transformation de déchets industriels pour en faire des systèmes de stockage thermique. Parce que bientôt, tout ce qui est stockage thermique, ça va prendre une importance. Le stockage énergétique, stockage thermique, va prendre de plus en plus d'importance du fait des problèmes d'alternance, de disponibilité de l'électricité. Et puis, beaucoup de laboratoires de recherche publique s'intéressent à tout ce qui est utilisation du végétal pour faire des polymères, qu'on appelle les biosourcés, qui, à mon avis, risquent de poser des problèmes dans le futur pour les recycleurs de matières plastiques parce qu'il n'y a pas les mêmes produits et le grand principe de la valorisation, je crois que mon voisin de droite en parlera, il faut absolument avoir un produit homogène. Si on veut avoir la qualité, il faut que le produit soit homogène. Alors, deux laboratoires ont dernièrement déposé des recherches assez originales. Il y en a un sur l'extraction des chitines, qui sont des polysaccharides que l'on trouve dans les crustacés, pour pouvoir être utilisés comme dans l'industrie agroalimentaire et les cosmétiques. Et puis l'autre, c'est l'utilisation, alors là, c'est l'utilisation des tanins. D'habitude, les écorces, on les brûlait, alors qu'il y a à l'intérieur des tanins, il y a des matières qui, utilisées avec des agents moussants, forment des produits isolants qui sont des produits de nouvelle génération, qui sont très compétitifs au niveau économique et beaucoup plus intéressants que certains plastiques. On se rend compte effectivement que la biomasse est un gisement potentiel très important. Alors il y a d'un côté effectivement la valorisation des matières premières issues des énergies fossiles telles que le pétrole, qui deviennent des matières premières secondaires, et je pense que Fédérec là-dessus a beaucoup de choses à dire. Et puis toute la recherche fondamentale, voire appliquée, qui est faite autour des possibilités, des potentiels qu'offre la biomasse. Et on sait que là les champs sont assez
important. Alors, pour ce qui est des innovations dans le secteur industriel, que l'on voit ici à Polytech, alors c'est toujours le tri, la valorisation, et ça passe bien entendu par déjà le transport. Transport, alors densification, on essaye de densifier pour essayer d'avoir un moindre coût de transport, de la matière à recycler. On a des procédés qui sont maintenant ce qu'on a intensifiés, c'est-à-dire des procédés 3 en 1. Ça, c'est intéressant. Au lieu d'avoir des fabrications en batch, par lot, on transforme tout en une seule fois. C'est ce qu'on utilise de temps en temps dans l'industrie chimique également. Cette année, on a une entreprise qui présente un système par courant de Foucault qui permet de séparer de manière extrêmement fine les métaux non ferreux tels que l'aluminium, le cuivre et tout ça. Avant, il fallait une séparation de particules de 1 cm. Maintenant, ils arrivent à 0,5 mm. Donc c'est un progrès considérable. Donc on récupère plus de matière, bien sûr. Beaucoup plus de matière. Et puis là, on en parlera avec nos 2 entreprises innovantes qui sont sur le plateau. Une sur la valorisation de liquides, de métaux précieux, qui sont contenus en faible quantité dans les liquides, mais qui ont de la valeur ajoutée très importante. Et d'autre part, la séparation du plâtre qui est avec des mousses, tout à fait, avec d'autres produits, et ça a un avantage environnemental et économique très important. Oui, parce que pour valoriser le plâtre, on y reviendra, effectivement, il faut le débarrasser de tout ce qui constitue son armature ou qui le renforce. Enfin, il faut le remettre à l'état brut, entre guillemets, pour arriver à le recycler. Alors, vous avez sollicité Jean-Philippe Carpentier, le vice-président de Fédérec. Bonjour, monsieur Carpentier. Alors, Fédérec, en 2 mots, la fédération du recyclage, pour faire simple. Une profession qui historiquement, on se souvient de Max et des ferrailleurs, du ferrailleur C1 après-guerre et même avant-guerre, qui était une profession un petit peu, on va dire, à la marge, et puis qui s'est structurée petit à petit sous l'impulsion de différents dirigeants de Fédérec, et qui en arrive maintenant aujourd'hui à peser effectivement dans le débat sur la valorisation matière, à tel point que vous, depuis un certain temps, vous êtes sur la thématique des nouvelles matières premières, des matières premières secondaires, et que vous êtes parvenu, après de longues années d'efforts, à faire adopter ce nouveau statut de déchets. Alors je voudrais qu'on fasse un point déjà là-dessus. On en est où aujourd'hui par rapport au texte européen? Sortie statut de déchets. Déjà 2 mots sur Fédérec, très rapidement. Effectivement, c'est une fédération qui regroupe l'ensemble des professionnels de la valorisation et du recyclage des matières. On a 11 branches, donc on touche l'ensemble des matériaux. Et en termes d'éléments de langage, on parle effectivement, nous, de nouvelles matières premières et non pas de matières premières secondaires, parce qu'elles ne sont pas du tout secondaires. Elles ont autant d'importance que les matières premières. Et elles peuvent venir en substitution de ces matières premières vierges. Et donc, on veut vraiment un élément de langage. Nouvelles matières premières. Voilà, ne plus parler de matières premières secondaires. Ça, alors, comment maintenant, vous en êtes tout au niveau de la sortie du statut de déchet, comment ça se passe maintenant? Est-ce que c'est un peu plus clair qu'il y a quelques années? C'est clair, en même temps il y a encore des zones d'ombre. Certains matériaux comme la ferraille, le cuivre ou l'alu ont le statut de sortie de statut de déchet. D'autres matériaux comme le plastique par exemple est dans la phase 1 de cette sortie de statut de déchet. Donc on est seulement dans les premiers échanges avec la Commission européenne. Il faut savoir que c'est à chaque fois un règlement européen, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des États membres se mettent d'accord sur un règlement européen. Et vous imaginez bien que les envies des pays du Nord ne sont pas les mêmes que ceux du pays du Sud, ni ceux de l'Est, ni ceux de l'Ouest. Et donc il faut vraiment trouver un consensus. Et cette sortie de déchets est donc un processus très long à mettre en œuvre, mais ça apporte à la profession une vraie reconnaissance. Bien sûr. Alors sur la filière du recyclage, on dit souvent que ce soit les ménages ou les industriels ou l'industrie, ou le secteur tertiaire, on a du mal à savoir où vont les déchets qu'on trie, qui sont collectés, qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que sur ce sujet-là, vous communiquez plus? Est-ce que vous essayez de faire comprendre aux gens que l'industrie du recyclage ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais qu'elle est bien concrète, qu'elle a un poids économique? Alors je voudrais savoir quel poids économique elle est, combien d'entreprises, et voilà, pour essayer d'avoir une vision un petit peu concrète des choses.
Alors, d'abord, je vous invite à aller voir notre site internet qui vient d'être complètement refait donc sur www.federec.org. Ça, c'est vraiment, vous aurez une bonne communication sur ce qu'on fait des matériaux. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que ce soit auprès des collectivités, des usagers, des professionnels, et surtout des professionnels qui ont des déchets, il y a un souci de traçabilité de plus en plus affirmé et donc une demande de savoir ce que deviennent ces matières. Et le sorti de statut de déchets, en l'occurrence, peut nous permettre d'assurer cette plus grande traçabilité et d'assurer un référentiel qualité qui nous permet de donner la traçabilité complète de où arrive le déchet. Mais même aujourd'hui, dans notre schéma, on peut arriver à avoir une traçabilité complète. Et aujourd'hui, les exemples sont multiples d'utilisation des produits. Donc, bien évidemment, on l'a cité tout à l'heure, tout ce qui est ferreux, non ferreux, c'est l'ancêtre de la profession. Mais l'ancêtre, c'est aussi le textile, c'est aussi le papier carton, le bois. Et dans le plastique, les applications aujourd'hui sont très nombreuses. Alors avec, en plus, on le souligne, la mise en œuvre et la mise en œuvre effective de deux nouvelles REP, de nouvelles filières responsabilité élargie des producteurs sur le textile qui est déjà bien en route, mais aussi les déchets d'éléments d'ameublement qui sont là aussi un gisement important et donc pour faire simple, une REP, c'est financé par les producteurs qui prennent en charge la fin de vie du produit et qui donnent une certaine, je dirais, ouverture, notamment au monde du recyclage. Oui, alors on est toujours, nous, un peu méfiants vis-à-vis des REP. Pourquoi ? On est en France le pays le plus réglementé, oui. Où on a le plus grand nombre de REP. Là, 24 ou 25 REP qui sont en place. La REP DEA n'est pas une directive européenne transposée, c'est vraiment une initiative française. Absolument. Donc dès qu'on a un problème en France, on fait une REP, comme ça il n'y a plus de problème. Voilà. Bon, tant que ça reste effectivement dans l'esprit d'essayer de faire émerger une filière de recyclage pour un problème donné, le meuble, etc., pourquoi pas. À partir du moment où la REP dit je m'approprie le déchet et je deviens finalement participatif ou intervenant sur le marché du recyclage, ça nous gêne parce que ça empêche la libre circulation des oui, mais c'est bon pour vous quand même, parce que je prends un vieux canapé un vieux canapé qui va en déchetterie. Il vaut mieux que vous puissiez récupérer, dans une des 11 branches, récupérer, en ce qui est des problèmes de recyclage de mousse, tout ça, récupérer le bois, plutôt qu'il aille à l'incinérateur ou en CET. Mais complètement, c'est pour ça que je vous dis que la REP, tant qu'elle reste dans l'émergence de filières de recyclage, ça va. À partir du moment où, comme sur la REP des 3E, donc déchets électroniques de fin de vie, cette REP se dit, tous les déchets des 3E nous appartiennent, qu'ils viennent des ménages ou des professionnels, et si vous détenez, vous professionnels, un équipement, une télé que vous avez récupéré chez un professionnel qui n'a rien à voir avec le circuit des ménages, mais si vous la détenez et que vous n'êtes pas adhérent à notre REP, c'est une amende. Et là, on n'est plus d'accord parce qu'il n'y a plus de libre circulation du recyclage. Voilà. Donc tant que c'est pour une émergence d'une filière, l'aider à ce qu'a fait le Camballage, ce qu'a très bien fait le Camballage. Mais quand la filière, la REP, veut s'approprier l'ensemble du marché, on n'est plus d'accord. Alors dites-moi, les métiers du recyclage, parce que ça c'est passionnant comme sujet, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du travail en France malheureusement, et beaucoup de jeunes qui ne savent pas que dans la filière du recyclage, il y a des vrais métiers. Alors parlez-moi un peu de ces métiers, de la formation que Federec puis d'autres instances proposent. Oui, l'ensemble des métiers du recyclage, c'est 33 000 salariés en France, c'est 2% d'augmentation par an à peu près en termes de nombre de salariés. Et on a des métiers spécifiques à notre filière recyclage, mais on a aussi des comptables, on a des juristes, on a toutes les professions, je dis à chaque fois, parce que quand on se tourne vers nous, on se dit mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer chez vous? Mais on a besoin de comptables, on a besoin d'administratifs, on a besoin, etc., de juristes. Donc tous les métiers nous intéressent parce qu'on a besoin de tous les métiers de notre profession. Après, il est vrai qu'on a plus particulièrement besoin d'ingénieurs, mais de techniciens et d'agents opérationnels dans nos sites. Pour ce faire, on a signé avec le gouvernement, avec l'État, un ADEC, donc un accord pour le développement des emplois et des compétences, qui est de l'ordre de 6 millions d'euros, qui a été signé en 2011, qui va se développer donc sur 3 ans. Et au travers de cet ADEC, on met en place un certain nombre de formations, comme des bacs pro, comme des CAP, des BEP, qui nous permettent effectivement de former des jeunes, soit par l'apprentissage, soit par une filière classique, pour ensuite venir travailler chez nous, parce qu'on a un problème de compétences et donc d'adaptation entre ce qui se passe dans le corps enseignant et la réalité de nos entreprises. Et il y a un exemple particulièrement frappant, sans faire de publicité, moi je n'ai aucun intérêt dans aucune entreprise, mais c'est celui de Paprec.
Paprec qui recyclait du papier au départ, la Courneuve, et qui est devenue une immense entreprise qui favorise l'insertion des jeunes des quartiers, enfin on va dire du 93, enfin, des départements limitrophes de Paris, et qui a une vraie politique. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises adhérentes de Fédérec qui font de même. Voilà, Paprec est un bon exemple, mais effectivement, ils sont nombreux et toutes les entreprises font la même chose. Moi, si je prends ma propre entreprise, aujourd'hui, on est en recrutement quasi permanent et on passe par des jeunes qui ont suivi des filières d'insertion, genre filière Envie 2E ou Triselec dans le Nord qui a des filières d'insertion. Donc on a remis le pied à l'étrier à ces gens-là par un parcours adapté. Et nous, on n'est pas entreprise d'insertion, on ne sait pas faire. Donc, ou même des gens qui passent par des missions locales, qui sont sortis du système scolaire. Exactement, voilà, exactement. On a remis le pied à l'étrier. À quel endroit vous êtes? À l'Équin, près de Lille. À l'Équin, près de Lille, oui. Voilà, donc dans le Nord, là, juste Près de avant le l'aéroport. cercle polaire. Là, Ouais. voilà. Le cercle polaire. Et donc voilà, on utilise ces compétences de ces entreprises d'insertion pour aller chercher des gens qui ont été formés à nos métiers, qu'on peut accueillir dans les entreprises tout à fait normalement derrière. Eh bien moi je tiens à le dire, même si je ne travaille pas dans le recyclage, il y a des métiers dans cette filière, il y a du boulot pour ceux qui veulent commencer. Alors évidemment on commence toujours un peu au bas de l'échelle, puis après on peut faire son trou. Donc voilà, à noter. Et on n'est plus Max et les Ferrailleurs. Donc, non, c'est fini, vous ça, pouvez c'est venir. fini. Mais justement, vous avez bien travaillé pour changer l'image et puis de toute façon, votre métier a bien évolué. Alors Alain, deux entreprises qui ont été choisies aujourd'hui pour illustrer la GE, enfin la grande émission Innovation, Valorisation Matière. Et l'une d'elles, Nantais, Locaben, pour laquelle vous avez eu du nez parce qu'il a été primé sur Polytech. Dites-moi. Moi, je l'ignorais. Et oui, vous avez eu du nez, c'est ce que je dis. Oui, effectivement. Donc, nous avons gagné le prix de l'innovation des technologies par rapport à la construction d'une chaîne qui est capable aujourd'hui de trier les déchets de plâtre en mélange. Les déchets de plâtre en mélange, c'est le plâtre qui est associé à des complexes isolants, laine de verre, laine de roche, polystyrène ou autre, et également du plâtre issu de déconstruction, c'est-à-dire de rénovation de bâtiments, où des cloisons peuvent être découpées et livrées chez nous, même si elles comportent des câbles électriques, des plaintes ou éventuellement de la faïence dessus. C'est ça qui vous a intéressé, Alain, hein, parce qu'effectivement, on est sur un matériau qui peut être réutilisé quasiment à l'infini, le plâtre. Oui, effectivement, le Hein plâtre est un matériau qui se recycle à l'infini. Il suffit de le remettre en cuisson et de le réintégrer avec un peu d'eau dans la fabrication de plaques neuves. Aujourd'hui, nous travaillons en collaboration avec la société Placoplâtre. Oui, parce qu'il vous faut absolument un donneur d'ordre. Il faut qu'il y ait une ouverture, quoi, qu'il y ait un marché, qu'il y ait un exutoire pour la matière recyclée. Et effectivement, les grands acteurs, dont Placoplâtre, vous ont sollicité. C'est pour cette raison que vous pouvez aussi développer une unité de valorisation. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, nous sommes installés à 24 km de l'entreprise Placoplâtre à Chambéry, donc ce qui nous permet vraiment de les approvisionner facilement. Aujourd'hui, nous avons la machine a une petite année qu'elle tourne. Nous avons alimenté 25 000 tonnes de gypse recyclé. Donc, c'est 25 000 tonnes qui ne sont pas extraits aujourd'hui de carrière. C'est 25 000 tonnes qui ne vont plus en centre d'enfouissement. Combien de tonnes de plâtre sont utilisées en France par an, vous savez? Il y a une estimation qui est faite environ 400 000 tonnes pas utilisées, mais le marché Donc 25 000 sur 400 000, c'est déjà bien. Oui, pas encore assez, Non, malheureusement. mais c'est déjà bien. Notre bassin de chalandise étant pour l'instant Rhône-Alpes agrandi. L'avenir pour nous est de construire deux autres usines au niveau national, donc une sur Cognac, bien sûr à côté de l'entreprise Placoplâtre de Cognac, et l'autre au nord de Paris, vers Vaujour, pour préparer, alimenter donc en nouvelles matières ces industries. Oui, donc ce qu'on constate, je le redis, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut être près d'un industriel. C'est ça, hein, c'est la proximité, c'est sur le même bassin d'activité pour que ça fonctionne. Parce que sinon, recycler, revaloriser du plâtre, s'il faut transporter, s'il faut l'exporter, ça devient compliqué. Disons que le process de recréer cette nouvelle matière
est un process qui est relativement compliqué, mais une fois que la matière est recréée, il faut l'utiliser relativement vite. Si elle reprend l'humidité ou autre, c'est assez difficile. Donc, ce qui nécessite de la construction de ces unités de recyclage à proximité de l'utilisateur. Alors, tout le monde a déjà vu une paroi de placo-plâtre, ou d'autres, parce que c'est une marque. Hein. Alors, donc, on va avoir une structure métallique, on va avoir éventuellement du plastique pour une prise électrique, on va avoir du carton. Bon, alors comment vous faites pour dissocier tous ces éléments? C'est une association de plusieurs broyeurs, triturateurs. On travaille avec du tri aérolique, hydraulique. Et on a un cahier des charges qui nous oblige quand même à pas trop avoir de fines, parce qu'après la poussière pour eux est un élément difficile à gérer. Donc on reste quand même sur la granulométrie, on dirait de 1 mm à 20 mm, sur lequel il faut impérativement enlever 90% du papier, sachant que la cellulose pour eux est quelque chose qui rajoute dans le process de fabrication. Il faut par contre impérativement enlever tous les produits autres, tels que les billes de polystyrène, les fibres de laine de verre. Donc là, c'est du tamisage, c'est de la soufflerie, comme je disais, un petit peu d'aspiration. Donc on a des produits qui sont aujourd'hui livrés en lieu et place de la matière première, c'est-à-dire de gypse de carrière, et qui permet, en plus d'éviter de remettre ces produits en décharge, ce qui permet une économie relativement importante sur le process de fabrication, parce que c'est du produit qui est plus facile à travailler. Il n'y a pas besoin de le broyer comme on broie des cailloux. Il n'y a pas besoin non plus de le chauffer autant, parce qu'il monte beaucoup plus vite en température. Donc sur tout le long de la ligne, il y a des économies potentielles à faire sur le niveau énergétique ou autre. Donc on est vraiment dans un aspect développement durable. Et le prix de reprise à la tonne, il vous convient? Vous aimeriez bien sûr un petit peu plus, j'imagine, mais vous arrivez, c'est un modèle économique qui est stable? Non, c'est des questions un peu pièges quand on parle d'argent, bien sûr. Mais disons qu'aujourd'hui, si on fait un comparatif entre la valeur du gypse sortant de carrière et livré chez l'utilisateur et le produit qu'on livre nous, on est de l'ordre de 50%. Ah oui, donc c'est intéressant, effectivement. Alain? Alors c'est d'autant plus important de pouvoir récupérer le plâtre, parce qu'il faut rappeler qu'on ne peut pas mettre le plâtre en décharge comme ça, hein, parce que du plâtre, quand il est dans la terre, avec toutes les bactéries, on sait bien ce que ça donne. Bon, de l'acide sulfurique. Exactement. Oui, alors soit il y a des déchetteries professionnelles où on peut déposer éventuellement le plâtre, soit effectivement ça va dans la nature. On sait aussi la problématique que rencontrent, sans les montrer du doigt, certains artisans ou petites entreprises. S'ils n'ont pas d'exutoire, il y a la tentation effectivement de mettre ça un petit peu n'importe où, même si on lutte contre ça, c'est une réalité. Dans le monde des professionnels, il y a déjà plusieurs années que la collecte existait par rapport oui, la CAPEB, la Fédération française du bâtiment ont mis beaucoup de choses en place pour éviter effectivement le déchargement sauvage. Et l'innovation là est intéressante, parce qu'aujourd'hui nous récupérons beaucoup de plâtre sur des déchetteries. C'est-à-dire qu'on met des bennes en déchetterie. Et, bon, la qualité est peut-être un tout petit peu moindre, mais la machine permet, avec un tri manuel supplémentaire, permet justement de récupérer ce plâtre venant de déchetterie. Et la réalisation sur les 25 000 tonnes qu'on fait aujourd'hui, entre le tonnage entrant et le tonnage sortant, c'est 98% de valorisation de gypse. Donc c'est pour ça que le taux est vraiment important. Au passage, la déchetterie qui est devenue une ville dans la ville. Hein. C'est incroyable en quelques années ce que les déchetteries sont devenues. Elles sont de véritables centres de vie, quoi. Ouais, et il va falloir avoir une formation des gens qui sont en déchetterie beaucoup plus importante que maintenant. Vous savez que, enfin, je fais un aparté, à Angers, une ville que vous connaissez bien, mon cher Alain, puisque vous y vivez. À Angers, il y a une déchetterie qui est gérée par Emmaüs. C'est pas une recyclerie. Oui, une recyclerie. Hein. C'est pas la seule en France, mais enfin c'est la première en tout cas. Et ben ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et quand il y a l'époque des vélos au printemps, voilà, il y a un monde pas possible. Il y a la queue. Oui, alors eux, ils ont conjugué déchetterie, recyclerie. C'est surtout la recyclerie qui les intéresse, parce qu'au niveau déchetterie, bon, ils font pas le poids par rapport à une autre déchetterie. Parce que je vois, c'est un lieu de vie. C'est devenu un lieu où il y a des échanges, des flux. C'est un lieu de vie, un lieu de seconde vie, puisqu'on donne une seconde vie aux produits. Attention, on dit pas matière première secondaire. Là, c'est une vraie seconde vie. Hein. D'accord. Alors, on récupère aussi les métaux et on recycle les métaux. Alors ça, le métal... Oui, alors là, on recycle directement des métaux à haute valeur ajoutée.
lorsqu'ils sont très dilués, sous forme liquide, et la société Magpie Polymers a développé des résines spécifiques. Et moi, en tant qu'ancien chimiste, quand j'ai vu ça, je me dis « Ouh, ça c'est intéressant ça ». Et c'est une start-up, Magpie Polymers, qui est issue des recherches effectuées à Polytechnique, à Palaiseau, je crois. C'est ça, exactement, oui. C'est mon associé donc, qui est l'inventeur et qui a développé ça lors de ses études à l'école Polytechnique en 2007. Donc on est dans le traitement de l'eau, on fait du traitement de l'eau industrielle, des eaux de process ou des eaux de rejet. Effectivement, on développe des résines. Dans notre société, on est surtout des chimistes, on développe des résines très spécifiques avec des fonctionnalités qui vont permettre d'avoir une grande sélectivité sur les métaux précieux. On a d'autres gammes, mais effectivement aujourd'hui on se développe rapidement sur les métaux précieux qui sont donc les platinoïdes, platine, palladium, rhodium, ruthénium et l'or, qui sont malheureusement, on ne les retrouve pas dans n'importe quel type d'eau, ce serait trop beau pour nous, mais on les retrouve dans certains domaines industriels, notamment les affineurs aussi, le traitement de surface, qui sont les deux marchés sur lesquels aujourd'hui on se développe. D'autres marchés en perspective tels que le secteur minier, mais surtout les eaux de fin de vie, en fin de procédé. On ne va pas remplacer les procédés très robustes du secteur minier, mais il reste souvent des quantités infimes de métaux précieux à récupérer. Comment vous récupérez les eaux? Alors, on ne récupère pas les eaux, on va les mettre des installations simples chez nos clients. L'utilisation de nos résines, en fait, c'est un peu comme des résines échangeuses d'ions, c'est-à-dire qu'on met ça dans des colonnes et on va filtrer l'eau à travers ces colonnes. D'accord. Donc ensuite, par capture chimique, les métaux sont retenus sur nos résines. Alors, dans le cas des métaux précieux, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin, des résines classiques peuvent être rincées, lavées, et on récupère les métaux dans les ELUA. Dans le cas de nos résines, pour les métaux précieux, on vient détruire directement les résines par incinération, puisque la valeur des métaux précieux est telle que finalement la résine ne compte que très peu. Donc on vient détruire par incinération les résines et on récupère dans les cendres des métaux précieux qui sont fondus directement. De quelle manière? Dans les cendres? Dans les cendres directement. Et en fait, dans les cendres, étant donné que nos résines sont purement organiques, l'incinération est complète et il ne reste dans les cendres que les métaux précieux qui sont ensuite fondus. En général, nos principaux clients sont des affineurs, donc l'hydrométallurgie et la fonderie, ce sont leurs domaines d'expertise. Donc vous faites ça in situ? In situ directement, c'est des autres procédés. Typiquement dans l'industrie d'affinage de l'argent, on va venir capter de l'argent et purifier de l'argent sur des cathodes, bien souvent par électrolyse. Mais dans ces rebuts d'argent, lorsqu'on le passe en solution, il y a aussi des très faibles concentrations de platine, palladium, rhodium. Donc, ce qu'on cherche ensuite, une fois qu'on a récupéré l'argent, ce sont souvent des bains très fortement concentrés, acides, acide chlorhydrique, acide nitrique, eau régale, dans laquelle il y a des milligrammes de métaux précieux. Nos résines vont être capables d'aller chercher ces milligrammes de métaux précieux, même si on trouve 1000 à 10 000 fois plus de cuivre, nickel et zinc, qui sont des métaux qui ont une valeur 1000 fois inférieure. 1000 à 10 000 fois inférieure. Vous nous racontez peut-être l'histoire de création de votre société? Oui, donc c'est mon associé en 2007 qui, en travaillant sur un sujet complètement différent, comme bien souvent, se retrouve avec des monomères qui polymérisent brutalement. Donc dans les laboratoires de l'école Polytechnique, une unité mixte. Et en fait, ils ont étudié à l'époque les propriétés de ces polymères, qui se sont retrouvés à avoir des fonctionnalités et des propriétés très intéressantes vis-à-vis des métaux. Donc de là, contrairement à ce qui se fait habituellement dans une université, au lieu de faire une publication, il leur a semblé pertinent de faire un dépôt de brevet. Et ensuite, effectivement, une création d'entreprise, c'est pas évident et immédiat, surtout à ce stade. Il était encore jeune et sans vraiment avoir d'expérience professionnelle. Il a décidé d'aller travailler d'abord quelques années. Pendant ce temps, l'école Polytechnique a fait une sorte de revue un peu industrielle pour voir s'il y avait un vrai intérêt vis-à-vis de cette technologie. L'intérêt existant, même si la technologie était encore peu mature, nous nous sommes lancés en 2010, lui et moi, pour créer cette société sur la base de ces technologies qu'on a ensuite développées. Nous sommes aujourd'hui 8 en plein développement. On a lancé les produits premiers commerciaux cette année et on commence à s'installer de plus en plus rapidement chez nos clients. Quelle est la nouvelle matière première finalement, la vôtre? C'est quoi le produit final? Alors le produit final, ça se présente sous la forme de billes. C'est des petites billes qui vont faire de 0,5 à 1 mm de diamètre. On va mettre ça dans des grandes colonnes. Donc c'est des billes avec une base de polystyrène.
des billes très poreuses, puisqu'il faut avoir un maximum de contact et de surface avec l'eau, puisque nos fonctionnalités chimiques, qui sont l'innovation que l'on apporte, forcément, ce qu'on cherche, c'est avoir un maximum de contact entre ces fonctionnalités chimiques et l'eau pour pouvoir capter une plus grande quantité possible de métaux. Là où est l'innovation, donc nous, ce sont des fosses fines, des fosses fines qu'on va avoir différentes fonctionnalités, qu'on va effectivement ajuster finement pour avoir le maximum de sélectivité vis-à-vis des métaux qu'on cherche à capter. Mais justement, alors une fois que vous avez capté ces métaux, vous en faites quoi? Voilà, donc une fois qu'on a capté ces métaux, comme étant donné que la technologie est chez les clients, il y a deux possibilités qui s'offrent à ce moment-là. Soit le client sait traiter parfaitement bien ses résines, c'est-à-dire qu'il les détruit, récupère lui-même les métaux précieux. Soit nous... Donc vous lui vendez le procédé? Nous, on lui vend uniquement la résine et l'installation si besoin. On est capable de lui vendre une installation. Ce sont des installations relativement simples. Aujourd'hui, pour le traitement de l'eau, on peut faire du physico-chimique, on fait de la filtration physique, filtration, microfiltration, ultrafiltration, et la filtration chimique sur résine. Donc nous, on commercialise la résine avec l'installation qui va avec si besoin. Et ensuite, effectivement, notre client se débrouille avec la résine. S'il n'a pas les installations pour récupérer les métaux, on peut lui proposer ce service aussi. Mais bien souvent, chez les affineurs et les traiteurs de surface, ces installations sont présentes parce que les métaux précieux, c'est leur domaine d'expertise. Eh ben voilà comment une idée, enfin c'est même pas une idée, c'est presque une coïncidence, c'est toujours pareil, la Polytechnique permet de monter une start-up, 8 personnes, vous avez j'imagine des perspectives de croissance, de quel ordre? Alors pour l'année prochaine, notre objectif de chiffre d'affaires est 1 million, avec un objectif d'employés d'environ une quinzaine. Et à l'horizon de 2015, nous visons 15 millions de chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Le mot de la fin à vous, Jean-Philippe Carpentier. Nouvelle matière première. On voit là 2 exemples qui sont parmi d'autres exemples. C'est une filière qui a beaucoup d'avenir, le recyclage. C'est une filière qui a beaucoup d'avenir et je voudrais signaler qu'il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Team 2, qui est dans le Nord. Qui était avec nous hier d'ailleurs. Qui était avec vous hier et qui est vraiment basé sur l'innovation dans les métiers du recyclage. Donc j'invite tous les industriels qui ont des brevets ou des innovations, qui cherchent des financements, à se rapprocher de ce pôle de compétitivité qui peut vraiment les aider en termes de recherche d'innovation et d'aller un peu plus loin dans leurs projets. Voilà, donc c'est vraiment une grande découverte. On est un peu les mineurs urbains, puisque à travers des métaux rares, au travers du plâtre, etc., on va rechercher cette nouvelle matière première. Et pour nous, c'est une vraie valorisation de notre métier et c'est une vraie création d'emplois. Vous êtes l'exemple vivant. Donc c'est tout bonheur, quoi. Merci beaucoup, merci messieurs d'être venus à cette grande émission Innovation, Valorisation en matière. On va faire une petite pause et on va se retrouver avec la CARSAT Rhône-Alpes pour la remise de médailles de sécurité ANRS. Ce sera dans un petit quart d'heure sur ce plateau. À tout à l'heure.